l'idée de réseau salarial, c'est évidemment d'étendre les droits du salaire à tous les travailleurs. Le droit au salaire personnel. Il faut détacher le salaire de l'emploi. Il faut absolument plus que ce soit l'employeur qui paye ses salariés. L'employeur, d'ailleurs il n'y aura plus d'employeurs, il n'y aura plus d'emploi. L'entreprise, le collectif de travail, au lieu de payer ses salariés, il va cotiser à des caisses de salaire, à des caisses d'investissement, à des caisses de logement, à des caisses de sécurité sociale pour la culture, à des caisses de sécurité pour l'alimentation, etc., etc. Et le salarié, il sera payé par les caisses de salaire. Comme aujourd'hui, l'intermittent du spectacle pour la moitié de ses revenus. C'est pour ça que j'insiste énormément pour qu'on regarde enfin ce que nous montre comme émancipation ce régime des intermittents du spectacle. Et pour terminer tout de suite, là, avant vos questions, si vous en avez, il faut entendre notre erreur linguistique quand nous disons le statut des intermittents du spectacle. Alors les sachants ils disent non, c'est pas un statut, c'est le régime. Mais au contraire, moi je mets l'accent sur cette erreur. Si les travailleurs de la culture disent statut du régime statut des intermittents du spectacle, c'est que inconsciemment, ils réclament un véritable statut pour s'assurer économiquement, pour assurer leur vie économique. Encore une fois, tous les fonctionnaires aujourd'hui, dans cette crise terrible de cette crise sanitaire, qui met vraiment par terre toute l'économie, eh bien, ils sont bien contents. Les fonctionnaires sont contents. Ça tourne tout seul. Le nombre de profs de l'éducation nationale, alors ils se sentent tellement mal qu'ils font toutes ces conneries de cours à distance, visio, parce qu'ils sont tellement colonisés par le mode de production capitaliste, c'est-à-dire qu'on ne paye que la tâche, on ne paye que ce que tu fais, qui dit mais nous aussi on fait des choses. Mais s'ils ne faisaient rien, ils seraient quand même payés. Alors, c'est pas une injonction à dire il faut rien faire. Les gens aiment faire des choses. C'est ce qui nous constitue comme humains. Je pose la question. Les artistes, s'ils avaient un salaire personnel inconditionnel, un salaire, pas un revenu de base. Le salaire, on va peut-être en parler, c'est ce qui reconnaît que l'individu produit de la valeur économique. Est-ce que si vous aviez un salaire inconditionnel, est-ce que vous arrêteriez votre activité professionnelle? La réponse est unanime, évidemment. Et imaginons, aujourd'hui, ce que vous produisez en termes de travail concret. Spectacle de théâtre, peu importe, concert, etc. Ce que vous faites, c'est conditionné à l'embauche. S'il n'y a plus de conditions, pourquoi faire un spectacle par an? On peut très bien en faire 10, 15, 20, 30. Moi, je fais à peu près 15 concerts classiques par an. Vous pensez que j'en fais 15 parce que j'ai envie de ne pas en faire plus? J'en fais 15 parce que je n'arrive pas à vendre d'autres concerts sur le marché de l'emploi. Si j'ai un salaire à vie, je peux aussi en faire 30, 40, 60. Renaud Capuçon, il fait 130 concerts par an, c'est un violoniste français classique là. 130 concerts. Lang Lang, il fait 130 concerts par an. Parce qu'il arrive à bien se vendre sur le marché. Il est bankable. Si moi, j'en fais que 15, c'est que je n'arrive pas à me vendre. Alors évidemment, la bourgeoisie dira, bah oui, mais Lang Lang et Renaud Capuçon, ils arrivent à vendre leurs concerts parce qu'ils sont très bons. On sait bien, nous artistes, que
La méritocratie, elle est à questionner. Il y a des stars qui ne savent pas quoi faire de leur... enfin, ils ne peuvent pas subvenir à toutes les demandes. Les stars du cinéma, ils ont 100 demandes par an et ils font 3 films. Et d'autres qui crèvent la faim parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre. Est-ce qu'ils sont vraiment aussi mauvais que ce que la classe bourgeoise voudrait nous faire croire? J'ai une question avec ce que tu viens de dire. Le truc, c'est que, on est tous dans ton cas, je pense, on va faire 12 représentations à l'année. Mettons, enfin, je dis n'importe quoi, les chiffres, il ne faut pas les prendre en tant que tel. Mais, et bien sûr qu'on voudrait en faire 300, tu vois. Mais ça coûterait moins cher, en fait, à financer, parce que moi j'ai l'impression que c'est aussi ça le problème, c'est que quand tu montes ton spectacle, la plupart de ton argent, pour les compagnies en tout cas dans lesquelles j'ai travaillé, il part pas dans le décor, dans les lumières et tout ça, il part d'abord dans le salaire des gens. Et donc toi ce que tu dis, c'est qu'avec ce mode de fonctionnement, comme l'employeur ou l'embaucheur, je sais pas si c'est le bon mot à prendre, je sais pas, tu me corriges si quoi. Lui il cotiserait une caisse unique pour genre tant de personnes sur un mois, et du coup il n'aurait plus à te repayer, c'est ça? Enfin, moi je comprends pas le fonctionnement. Après, alors, ça m'intéresse. Hein, et... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais j'ai évidemment pas tout dit, parce que la chose est large et complexe. Tout à l'heure, je vais devoir parler un peu de théorie. La théorie dans ce que ça veut dire de produire de la valeur économique. Tout à l'heure, j'en ai un tout petit peu, j'ai esquissé le mot. Il va falloir parler de cela pour bien comprendre qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui quand on dit ça coûte. Ça coûte ou ça produit? Donc déjà, dès qu'on met ces deux mots, on commence à élargir un peu l'horizon. Il y a la partie du salaire. On a dit que le salarié est payé par une caisse de salaire. C'est plus l'entreprise qui paye le salarié. Mais effectivement, une maison comme celle-ci, elle n'a pas à livrer que du salaire. Elle doit aussi investir dans des productions. Et aujourd'hui, alors, cette maison d'État, scène nationale, elle arrive à produire des spectacles grâce à la subvention. Et la subvention, c'est une invention communiste aussi. Au moment du régime général de 1946, de la sécurité sociale, comment ont été financés tout l'appareil de soins entre 1946 et les années 60? C'est-à-dire, l'appareil de soins, c'est tous les hôpitaux publics. Tout, par exemple, les collèges. On a construit pendant 20 ans un collège et lycée par jour. Un collège, lycée par jour pendant 20 ans. Est-ce qu'on est allé se financer sur le marché financier? Pas du tout. On a subventionné. Subventionné, c'est quoi? C'est encore une fois, on a socialisé une part du salaire, pour donner de l'argent. C'est pas un prêt. Donner de l'argent pour investir dans des biens, hein, et aussi des salaires des soignants. C'est ça la socialisation de la valeur. Aujourd'hui, pourquoi l'hôpital public est à genoux? Parce que depuis 1979, on a gelé le taux de cotisation pour la santé. Maintenant, l'hôpital public est obligé d'aller chercher sur les marchés financiers le fric pour investir. Quand tu vas chez un investisseur, eh bien, tu as une dette que tu dois rembourser. En plus, avec intérêt en général. Et peu importe l'intérêt, ce n'est pas le problème, parce qu'aujourd'hui, il y a des intérêts négatifs. Mais vous voyez que ce n'est pas la même logique. Socialiser la valeur ou alors chercher l'investissement sur un marché capitaliste. Le gel des cotisations, c'est de
toutes les cotisations en 79, Toutes les salariales, patronales, Toutes les cotisations sont gelées. pour la santé. Pour la santé et pour le C'est-à-dire reste depuis aussi. Ah oui. Pour la fonction publique, par exemple. Et malheureusement, il y a C'est même, depuis 79. depuis à peu près 79, on a terminé. Alors, il ne faut pas revenir, il ne faut pas demander plus de cotisations, il faut augmenter les taux de cotisation. Je dois parler maintenant du travail productif, parce que sinon, il y a des choses qui seront mal comprises. Quand on dit le mot travail, quand on dit le travail, ce mot a deux définitions. Et en général, nous ne parlons que d'une seule définition. C'est le travail concret. Je fais des choses. Ce qui renvoie à l'activité. Je me lève le matin, je fais des choses. Aujourd'hui, là, ce que nous sommes en train de faire, nous faisons quelque chose. Cette activité, on dit qu'elle produit de la valeur d'usage. Un terme un peu savant, et c'est comme ça qu'on l'a défini. L'immense activité humaine produit des valeurs d'usage. Quand je dis « je cherche du travail », est-ce que ça veut dire « je cherche de l'activité » ? Non. Je cherche une activité qui vaut salaire. Et ça, cette activité qui vaut salaire, donc cette définition du travail productif, ça produit ça produit de la valeur économique. C'est ça, produire de la valeur économique. La valeur économique, ça fait partie du travail dit abstrait. La valeur d'usage renvoie au travail concret. Donc le travail concret, travail abstrait. Parce que, pourquoi on dit abstrait ? Parce qu'en fait, cette production de valeur économique, elle essaie de s'abstraire de la valeur d'usage, du travail concret. Donc il y a toujours dans le travail ces deux définitions. Exemple pratique, très célèbre. Je me lève le matin, je fais du café. Je produis de la valeur d'usage. Je vais, en tant que salarié, dans un café, dans un restaurant, pour faire des cafés. Je produis donc, je fais mon café, je fais du café, je produis donc la même valeur d'usage, mais en plus, je suis réputé produire de la valeur économique. Et cette valeur économique, c'est ce qu'on appelle le PIB. C'est la somme des valeurs ajoutées, la valeur économique ajoutée. Souvent, les économistes, ils parlent par raccourci. C'est pour ça qu'en général, on ne comprend rien. Donc, ce PIB, c'est la somme de tous les salaires des salariés, plus le profit des entreprises. Donc, c'est le travail vivant qui produit de la valeur économique. Ce n'est pas la richesse. Souvent, on entend parler de le PIB, c'est la richesse. Quand vous entendez ça, vous vous dites ou le gars il se fout de ma gueule ou le gars il n'y connaît rien. La richesse, c'est le nombre de kilos de pommes de terre qu'on produit par an, c'est le nombre de kilomètres d'autoroute qu'on produit par an, c'est le nombre, je sais pas moi, de vols aériens qu'on produit par an. C'est le travail concret qui n'a rien à voir avec la valeur économique. C'est deux choses différentes. Je joue du piano. Je fais un petit concert de rodage devant des amis. Je produis quoi ? De la valeur d'usage. Est-ce que je produis de la valeur économique ? La société dit non. Je fais le lendemain un concert. Je joue le même programme. Je produis donc de la même valeur d'usage,
Mais la société dit, dans le cadre du travail de l'emploi, que je suis réputé produire aussi de la valeur économique. Par cet exemple, on comprend vite que le salaire, la valeur économique, n'est pas déterminé par son contenu, que le travail dit productif n'est pas déterminé par le contenu. Ce n'est pas ce que je fais qui détermine si ça vaut salaire ou pas. Ce qui détermine si ça vaut salaire ou pas, c'est le rapport social. C'est la lutte de classe. Qui décide si ça vaut salaire, ce que je fais ou pas? C'est la classe dominante, c'est-à-dire la classe qui a la main sur la production de la valeur économique, non pas sur la valeur d'usage, le travail concret. Alors évidemment, la famille Peugeot, elle tient la main sur la production de valeur économique. Et donc, de fait, elle a la main sur la production du travail concret, sur la valeur d'usage. Tant que c'est la famille Peugeot qui a la main sur la production de transport, il ne faut pas s'étonner qu'on vit dans des sociétés de bagnoles. Et que le train, on n'investit plus dedans, le vélo, n'en parlons même pas, voilà. Donc, ce que nous sommes en train de parler, donc cette fameuse valeur économique qui est en général jamais explicitée, on n'en parle pratiquement jamais. On loue toujours le travail concret. Et nous, on connaît bien. Ah, les artistes, ah là, c'est formidable, votre technicité, très bien. Mais l'artiste, en tant que travailleur, c'est-à-dire travail productif, production de valeur économique, ça, on n'en parle jamais. C'est pour ça que nous avons lancé un appel avec Convergence des luttes. Et une des premières phrases, c'est que la culture n'est pas en danger. Arrêtons de raconter des conneries. C'est les travailleurs de la culture qui sont en danger. C'est eux qui risquent gros. La bourgeoisie, la culture, elle va continuer. Hein. Donc il faut qu'aujourd'hui, nous pensions plus ce que c'est que le travail productif. Qui décide si ça vaut salaire ce que nous faisons? Le régime des intermittents montre déjà une avancée anthropologique sur le travail. Puisque, comme nous l'avons déjà dit, je me répète, la moitié des revenus d'un intermittent du spectacle vient du salaire socialisé. La moitié, c'est immense. Bernard Friot dit, cette valeur économique, cette valeur produite par le salaire socialisé, c'est de la valeur économique communiste et non capitaliste. C'est un chemin immense. Communiste, si on entend ce mot comme le chemin qui nous sort du mode de production capitaliste. Je rappelle la définition du travail productif, production de valeur économique, capitaliste. Ne produit de la valeur économique que ceux qui mettent en valeur du capital. Les autres dépensent. Est-ce qu'un fonctionnaire produit de la valeur économique? Le capitalisme dit non. Il produit de la valeur d'usage. Le fonctionnaire est utile. On en a besoin, hein. Il faut bien qu'il garde nos marmots et qu'il les éduque. Mais pas de bol. Il ne produit pas de valeur. Il dépense la valeur produite par d'autres. La dépense publique. Chaque fois que vous entendez dépense publique, c'est un capitaliste qui parle derrière. Évidemment. Le mode de production capitaliste, si tu ne mets pas en valeur du capital, mettre en valeur du capital, ça veut dire augmenter le capital. Mais tu dépenses. Alors on dit, on en a besoin des artistes. On a besoin, il faut bien divertir la bourgeoisie. Mais pas de bol,
Ce sont des êtres de besoin. Les pauvrettes, il faut les aider. Ces mots-là, le chômage, non, c'est pas du salaire, c'est de l'aide. Pendant qu'il dit, Elisabeth Borne qui dit ça à l'Assemblée nationale, hein. Mais c'est pas la seule, hein. Elisabeth Borne, ministre du Travail aujourd'hui. Mais le pire, c'est pas que elle le dise, elle joue sa partition, c'est que nous le répétions. Ah ben oui, aidez-nous, nous les intermittents, on va crever, aidez-nous. Comment ça, aidez-nous? Je rappelle, qui produit la valeur du PIB avec le profit? Seuls les travailleurs. Il n'y a que le travail vivant qui produit de la valeur économique. Le profit, qu'est-ce que c'est? C'est, encore une fois, le mode de production capitaliste. Et une de ces institutions, la propriété lucrative des moyens de production. Ça veut dire la propriété de l'outil de travail. Pourquoi lucrative? Parce que quand je suis propriétaire de l'usine, de l'outil, j'ai le droit, c'est légal, j'ai le droit d'enrôler donc des salariés, des employés. Ils vont travailler pour moi, et la valeur qu'ils vont produire, la valeur économique, pas le travail concret, la valeur économique qu'ils vont produire, j'ai le droit d'en piquer une partie au nom du droit de propriété lucrative. Ça s'appelle le profit. Qui produit le profit? Le travail vivant. Et quand on dit ça aux gens, putain, on est con, quoi. Qui produit le profit? C'est moi. Et lui, il a le droit de le piquer parce qu'il est propriétaire. J'ai pas besoin de capitaliste pour travailler. Donc, il faut renverser nos schémas. Si on pense à l'envers, c'est pas que nous soyons bêtes collectivement. C'est qu'en face de nous, nous avons une idéologie, une propagande qui va de 6h du matin à 6h du matin le lendemain. Toute la journée, la propagande capitaliste. Et après, quand il y a 3 communistes qui passent sur une chaîne d'info, on dit « Oh là là, la propagande, l'idéologie communiste. » Oui, en face, on a des chars d'assaut. Hein. Donc, il faut renverser nos schémas. Si on pense à l'envers, c'est pas que nous soyons bêtes collectivement. C'est qu'en face de nous, nous avons une idéologie, une propagande qui va de 6h du matin à 6h du matin le lendemain. Toute la journée, la propagande capitaliste. Et après, quand il y a 3 communistes qui passent sur une chaîne d'info, on dit « Oh là là, la propagande, l'idéologie communiste. » Oui, en face, on a des chars d'assaut. Hein. Excuse-moi, oui. Non, mais je réfléchis, mais du coup, c'est plus intéressant. Donc, l'idée, c'est de bien comprendre que nous avons déjà un déjà-là, comme dit Bernard souvent, un déjà-là communiste que nous ne voyons pas. Si nous disons les artistes, les soignants, les profs, les retraités au régime général, les gens qui touchent les allocations familiales, les chômeurs en général, ce sont des improductifs qu'on aide, la dépense publique, nous pensons dans le mode de production capitaliste. Et il faut sortir de ce postulat. Il faut qu'on voit ce qui s'est passé sur le plan de l'anthropologie du travail. La révolution qui est en marche. Nous avons déjà un quart de la valeur du PIB qui est produit hors du champ capitaliste. Un prof produit de la valeur, il n'en dépense pas. On ne dit pas dépense d'automobile. On ne dit pas dépense de baguette de pain quand on va acheter sa baguette. Non. Il produit, le prof, mais en dehors du mode de production capitaliste. Il est payé pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il fait. Et nous, les intermittents du spectacle, la moitié de nos revenus, on est payé pour ce qu'on est. Quand on est dans le cachet, on est payé pour ce qu'on fait. Et c'est de cela dont il faut se séparer. Et ça veut dire une lutte, une bataille politique immense, parce qu'on voit bien que c'est dans nos esprits
que nous devons déjà nous enlever les réflexes de pensée capitalistes. Il n'y a pas d'aide, tout comme l'aide à l'alimentation. L'aide alimentaire, cette saloperie qui définit l'autre par son manque, c'est ça la solidarité capitaliste. La solidarité, c'est un beau mot. Mais quand elle est sous le prisme de l'idéologie capitaliste, c'est la solidarité de celui qui a vers celui qui n'a pas. Je définis l'autre par son manque. C'est faire violence. C'est une violence inouïe. Il faut dire non. Nous allons créer une sécurité sociale de l'alimentation. Donc, nous allons augmenter le taux de cotisation des entreprises et du travail pour l'affecter à des producteurs alternatifs. Aujourd'hui, les producteurs alternatifs dans l'alimentation, il y en a beaucoup. Ils sont énormes, mais ils sont seuls. Ils sont englués dans un marché capitaliste. Et pour ça, ça ne marche pas. Ils sont complètement attachés. La ruche qui dit oui, tout le monde en a entendu parler. Une formidable idée qui essaye de se sortir des griffes du capital. Hop, Xavier Niel et ses copains, ils arrivent. Par ici la bonne soupe, vous avez tout inventé. Maintenant, on va vous faire une belle plateforme Internet. Ça va être super. Regardez le nouvel outil, le progrès, tout ça. Ah, par contre, dès que vous achetez un panier à 10 balles sur la ruche qui dit oui, j'ai 1 euro qui part dans la poche de Xavier Niel. C'est ça, l'ubérisation du travail. Ça, c'est le en deçà de l'emploi. Il ne faut pas faire l'en deçà, il faut aller au-delà de l'emploi. C'est-à-dire attacher un droit au salaire à chaque travailleur dans l'alimentation, conventionner les collectifs de travail comme on a conventionné les médecins. Un médecin au XIXe siècle, c'est comme les artistes. Au XIXe siècle, vous avez des barons de la médecine qui font des actes de soins pour la bourgeoisie, ils sont pleins aux as. Et les autres, ils crèvent la faim. Les communistes, en 1946, avec le régime général de la sécurité sociale, ils ont conventionné des travailleurs indépendants et ils leur ont garanti un salaire qui a été soldabilisé. Quand on va chez le médecin, on ne paye rien dans le régime général, hein, pas malheureusement, il y a les mutuelles, toutes ces saloperies capitalistes, hein, évidemment. Hein, que en face de nous, nous avons des gens très intelligents. Hein, dès qu'il y a une avancée sociale, hop, ils mettent le pied pour limiter cette avancée sociale. Eh bien, quand vous payez sur les 24 euros, je ne sais plus, je crois que c'est 24 euros le secteur 1, eh bien, vous ne payez pas. Les 24 euros, c'est une augmentation de salaire, de notre salaire. Ce n'est pas du salaire en monnaie, c'est du salaire en nature. Nous avons droit, dès qu'on sort notre carte vitale, à 24 euros de soins. Le médecin, lui, il a son salaire, et nous, on n'a rien à débourser. Pareil pour l'hôpital. Eh bien, pour la sécurité sociale de l'alimentation, nous allons faire la même chose. Nous allons conventionner des producteurs d'alimentation. On ne va pas conventionner Carrefour. On ne va pas conventionner Auchan ou je ne sais qui. Pourquoi? On va conventionner des gens qui joueront le jeu de l'autogestion. Des gens qui diront, ah ben non, il n'y a plus de propriété lucrative, comme nous avons vu tout à l'heure. Il n'y aura que des gens qui seront dans la copropriété d'usage. Tout le monde, il n'y aura pas le patron qui paye l'entreprise, non. Les salariés du collectif de travail seront payés par une caisse de salaire, et pour l'investissement, ça sera uniquement de la subvention. Une subvention, ça ne se rembourse pas. C'est formidable la subvention. C'est une avance d'argent qui va reconnaître du travail vivant, donc de la production de valeur, et qui va repartir dans l'engrenage de la cotisation. Pour ceux qui nous diront, oui, mais les entreprises, elles sont rincées, elles ne peuvent pas augmenter leur taux de cotisation, eh bien, nous allons les aider.
la hausse de la cotisation sociale correspondra à un non-remboursement des dettes privées. Et ça sera une opération blanche pour les entreprises. Le capital ne sera pas content. Et c'est comme ça qu'on assèche le capital, en ne jouant plus le jeu du remboursement de la dette. L'audit sur la dette, il est fait, il est démontré. Ce que nous avons démontré, c'est que la dette publique n'a pas de raison. Mais nous n'avons pas encore pensé que la dette privée, elle aussi, elle n'est pas légitime. Pourquoi elle n'est pas légitime? Car nous avons dit que le profit qui sert à investir, à l'investissement, c'est nous qui le produisons. Donc en gros, le capital, c'est pas compliqué, hein. Je suis propriétaire. Tu produis la valeur, je t'en pique une partie et je te la prête. Et tu me rembourses. Tu vois? Capitalisme, le mode de production capitaliste. Quand on comprend ça, on dit, bon, quand est-ce qu'on va arrêter d'être con? Collectivement, je parle, évidemment. Hein, je ne dis pas que c'est facile. Hein. En face, nous avons des gens extrêmement violents et extrêmement durs. Hein. La violence, aujourd'hui, c'est le capitalisme qui la génère. C'est surtout ça qui le maintient en place. Ah oui, donc il faut que déjà nous pensions différemment. Eh bien, pour la sécurité sociale de la culture, on va faire la même chose. On va continuer à étendre le nouveau régime des intermittents du spectacle, qui va devenir enfin un statut d'intermittent du spectacle, puisque tous les travailleurs de la culture auront un grade, un salaire à la qualification, et pour l'investissement, on va subventionner les collectifs de travail qui joueront le jeu de l'autogestion, évidemment, et pour la consommation, on va augmenter, pareil, augmenter le salaire des citoyens avec une carte sur la carte vitale, par exemple, hein, peu importe, ou sur une autre carte si on a envie d'avoir une autre carte. Et par exemple, 100 € par personne et par mois pour consommer de la production artistique. Alors, on ne va pas aller à la fondation Vuitton, évidemment, on n'est pas con. À condition, si Vuitton dit, ok, l'autogestion, il y a plus de, on sort du mode de production capitaliste, pas de problème. Et ça va donner des envies d'aller autre part, de continuer la subversion communiste qui s'est, disons, opérée au XXe siècle. Et pour conclure, il ne faut pas avoir peur de ce mot communiste. Si aujourd'hui nous avons peur du mot communiste, c'est que nous avons eu affaire à toute une entreprise idéologique capitaliste qui a évidemment collé toutes les définitions infâmes à ce beau mot. Bernard rappelle une chose importante. Le capitalisme a mis 5 siècles à être hégémonique. Le capitalisme n'est pas né en 1789. Ça, c'est la fable. C'est le roman national qui nous raconte ça. Et ça nous enferme nos propres représentations mentales parce que ça nous dit, tant que nous n'avons pas le grand soir, tant que nous n'avons pas la grande élection qui va mettre je ne sais pas qui au pouvoir, eh bien, rien ne sera possible. Les bourgeois ont réussi à imposer leur mode de production en 1789, à changer les institutions, parce que pendant 5 siècles en amont, ils avaient commencé à changer le mode de production féodal en capitaliste. Ils ont collaboré avec les nobles, ils ont collaboré avec le mode de production féodal, ils ont fait des avancées, des reculs, ils ont fait des tentatives capitalistes qui n'ont pas toujours marché. Ils ont mis 5 siècles. Nous avons déjà 1 siècle de fait. Il y a eu des tentatives communistes qui ont certes pas bien marché. Et c'est évident, c'est pas pour nier quoi que ce soit. Dès qu'on fout le pouvoir à quelqu'un, évidemment qu'il en abuse. Mais nous avons, en France par exemple, et tous les pays de l'Europe,
nous avons déjà subverti le mode de production capitaliste, grâce à ce que nous avons dit, au statut des fonctionnaires, aux travailleurs à statut, à la sécurité sociale avec le régime général, à l'assurance chômage, une partie, du moins, les allocations familiales, et la retraite au régime général. Donc il faut étendre tous ces conquis, à condition de les voir pour ce qu'elles sont réellement, une autre façon de produire le travail. Donc la phrase géniale, c'est on ne doit pas, de Bernard, on ne doit pas changer de travail quand on n'aime pas son travail. On doit changer le travail. Voilà. Moi, ça pose différentes questions. Ça me pose des questions du rapport à l'État, ça me pose des questions du rapport à la société et à un rapport global, enfin, et un truc, ça me pose des questions de rapport de contrôle, et ça me pose des questions de division du travail et de s'essentialiser dans un métier ou dans un travail. Et ça fait déjà pas mal de questions. Mais peut-être, par exemple, je vais redire un truc que tu disais sur la question des concours et des augmentations de salaire et tout ça, plafonné à 5 000 €. Mais moi, la question du concours, elle pose énormément de problèmes. Pourquoi baser ça sur un principe de concours, sachant qu'il faut être en capacité de le préparer, de le réussir, de le mener, ce concours? Alors, cette proposition, elle n'est pas là pour nier la violence sociale. La violence sociale sur le travail, elle est intrinsèquement liée au travail et à la production. L'idée, c'est d'euphémiser la violence capitaliste par rapport à ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, la violence du marché est bien pire qu'un concours de qualification dans la fonction publique, par exemple. Pire, pourquoi? Parce que, je ne me répète pas, mais vous le savez tous, si on n'arrive pas à se vendre, eh bien c'est la mort économique. Mort sociale et économique. Poser la question à un artiste, alors c'est quoi ta prochaine production? Quand il n'y en a pas, on passe un sale quart d'heure. Parce que derrière, on voit tout le regard du si il n'arrive pas à se vendre, c'est qu'il n'est pas bon. Tu vois, toutes ces démarches inconscientes dans l'esprit des gens. Alors, l'idée, c'est d'euphémiser cette violence du marché du travail capitaliste. L'histoire des concours, c'est une violence, certes, mais nous ne partons pas de rien. Nous savons organiser déjà des concours dans la fonction publique par des jurys qui sont neutres. Il faut évidemment que les jurés ne connaissent pas celui qui va être soumis à ce concours. Nous avons plein d'outils. Nous ne partons pas de rien. Nous savons déjà faire ce genre de choses. Mais je rappelle que, au bout du bout, à 18 ans, enfin à l'âge de la majorité en tout cas, chacun est doté d'un nouveau droit politique, le droit au salaire. Rappelons-nous que le droit au vote, le droit de vote, n'était pas une évidence au XIXe siècle. Et beaucoup ont lutté contre ce droit universel. On disait, on ne va quand même pas donner le droit de vote aux femmes. Elles votent comme les curés. Donc tu vois, on a fait la bataille politique pour ces droits-là. Et bien maintenant, il faut passer à un nouveau droit. Un droit au salaire, en tant qu'adulte. Un droit au salaire, ça veut dire le droit au travail. Je produis des valeurs d'usage, c'est un fait. Mais je produis aussi de la valeur économique. Après, il y a la question que tu poses de la carrière salariale. Alors, ce sont des débats. À Réseau Salariat, ça s'empoigne. Christine Jacques, elle dit non. Un niveau de qualification. Un seul salaire pour tout le monde est le même. C'est en débat. Il y en a d'autres qui disent oui, mais
comment on va faire la mise au travail. On sait tous que dans une société, il y a des travaux plus ou moins pénibles. Comment on va dire aux gens, par exemple, les soins de nuit. Moi, je dis chapeau à les gens qui font les soins de nuit, mais on sait que ça a des incidences sur la santé des gens. Eh bien, on peut très bien imaginer que pour monter en qualification, et plus rapidement, on dit les gens qui accepteront il faut que ça soit limité évidemment dans le temps, mais de travailler pendant 3-4 ans dans leur vie en horaire de nuit, eh bien, ils monteront plus rapidement en qualification. Ce sont des incitations à produire des travaux qui sont réputés pénibles pour la société. Entre guillemets, ramasser les ordures, peut-être que, il faut éviter l'ethnocentrisme, penser toujours que ce qu'on ne veut pas faire nous, les autres ne veulent pas le faire aussi. Mais même si les éboueurs ont une haute conscience de ce qu'ils font, ils savent bien qu'une société, à Marseille, 3 jours sans poubelle, t'as encore plus de rats, la société s'effondre. Un mois de grève des éboueurs, il n'y a plus de société. C'est invivable. Donc, ces gens-là, il faut leur donner peut-être la possibilité de monter en grade, en qualification, beaucoup plus rapidement. Donc, il n'y a pas, c'est pas un plan tout fait. Il y a des débats. Évidemment que peut-être dans très longtemps, il y aura un salaire unique. Mais moi, personnellement, je pense qu'il faut des étapes. Comme le régime de l'intermittence, c'est une étape. C'est une étape qui nous montre que nous pouvons aller encore plus loin. 1000 heures, 507 heures, 250, etc., etc. Donc, avec la carrière salariale, on peut se poser, on peut arriver sur ce chemin. Et sur l'histoire de l'État, ta question sur l'État, c'est la même chose. L'idée, c'est pas de travailler pour l'État. Le communisme, c'est d'abord défendre la propriété privée. Ça aussi, c'est important à dire. Pour déconstruire un peu tout l'imaginaire de nos adversaires qui disent « Ah mais non, le communisme, le collectivisme, on n'est pas propriétaire. » Mais non, au contraire, on est propriétaire de son lieu de travail. On est propriétaire collectivement. C'est ça l'autogestion. On nomme nous-mêmes les hiérarchies. Il faut des gars ou des personnes qui prennent des décisions. Ok, évidemment, la division du travail, c'est important, mais de temps en temps, il faut qu'il y ait une direction qui dise on va faire cela. Mais cette direction, il faut qu'elle soit constamment remise en question. Et par qui ? Eh bien, par les propriétaires d'usage des collectifs de travail. Nous ne pouvons pas dire « Ah oui, j'ai un droit attaché, un droit au salaire inconditionnel, mais par contre, ce que je produis en termes de travail concret, en termes de valeur d'usage, j'en ai rien à foutre. » Non, il faut responsabiliser les travailleurs. Aujourd'hui, les travailleurs sont totalement irresponsabilisés. Pour que ça soit très concret, dans le milieu artistique, ici, il y a une direction. Qui a nommé cette direction ? Nicolas Sarkozy. L'État. Et Nicolas Sarkozy. L'État. Peu importe. Non mais tu vois, peu importe. Parce que ça serait Mélenchon, ça serait pareil. Ou Poutou, voilà, ça serait pareil. Il ne faut pas que ça soit l'État. Alors, il faut que ça soit collectivement, dans ce collectif de travail, nous décidons, nous nommons une direction, et on va en même temps avoir un droit de regard sur la production artistique. Combien de fois on travaille dans des grandes maisons, je me suis dit, putain, la production c'est vraiment de la merde. Ah oui, c'est copinage, ah oui, lui c'est une star, alors que là il y a un super projet par des artistes qui sont absolument pas connus, qui proposent quelque chose d'innovant, enfin on décide collectivement que c'est génial, mais non, c'est Lucchini qui veut la remporter parce que Lucchini, j'ai rien contre Lucchini, mais lui il va assurer 3 mois de travail pour la maison. C'est plus possible ça. Alors là on travaille, il y a une direction qui est nommée par l'État et qui fait une production
hyper clientéliste. Je passe, hein, on voit très bien de quoi je parle, et c'est pas cette personne ici, c'est l'articulation, c'est le mode, encore une fois, de décision. Tant que nous ne réclamons pas d'être souverains sur le travail, on sera condamné à produire, entre guillemets, de la merde. En tout cas, ne pas être en accord collectivement avec les directions. Tu vois, alors, l'État, il ne faut pas renvoyer non plus, balayer l'État d'un revers de manche. L'État a son mot à dire sur d'autres productions. Le réseau ferré, des centrales nucléaires, enfin des équipements, des collectifs de travail qui dépassent des petites structures. Évidemment que la représentation nationale a son mot à dire. C'est pas tout blanc ou tout noir. Mais déjà, dans des collectifs de travail, dire « Eh bien, je décide de ma hiérarchie ». Moi, je suis prof dans un conservatoire. Oui, j'ai mon grade. Oui, je peux l'ouvrir. Je peux gueuler contre mon directeur. Et alors, ça n'empêche pas de faire ses conneries. C'est un mec super, hein, je sais que c'est filmé, mais en plus, c'est pas le problème. C'est un mec très, très sympa. Mais qu'il soit sympa ou pas, c'est pas le problème. Ça serait le dernier des connards, eh bien, je pourrais rien faire contre lui. C'est pas moi qui l'ai nommé. Donc, il faut absolument penser la souveraineté des travailleurs sur leur lieu de travail. J'ai une question peut-être bête, mais est-ce qu'on peut qualifier tout ça du coup d'exemple de salaire universel? Alors, salaire universel, oui. Revenu universel, non. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux débats. Et à chaque élection présidentielle, il y a le débat du revenu de base, ou revenu inconditionnel, ou revenu universel, peu importe comment on l'appelle, qui revient au devant de la scène. Et à Réseau Salarial, nous sommes farouchement contre cette idée. Parce qu'un revenu, ça ne détermine pas celui qui le perçoit comme un producteur de valeur économique. Le revenu de base, déjà, il n'est pas au niveau de qualification dont on a parlé. Nous, c'est 1 700 € par mois. Déjà, le revenu de base, la meilleure des solutions, c'est 900 balles. D'accord ? 900 balles par mois, qui peut vivre avec 900 balles par mois? 900 balles par mois, ça n'enlève rien au mode de production capitaliste. Voire pire, ça l'arrange. Ça arrange le capital d'avoir un revenu de base. Pourquoi? Parce que tu vas aller sur le marché du travail avec tes 900 € par mois. Tu vas négocier un salaire avec un patron qui va dire « Ma cocotte, tu as déjà 900 €. Eh bien, ton salaire, ça sera 300 €. Et on sera au SMIC, à 1 200 € ou 1 300 €, je ne me souviens plus. » Et c'est ça le rapport. Ça n'enlève rien au rapport de force. Nous restons dans le mode de production capitaliste. Le revenu de base, c'est vraiment le piège assez que le capitalisme nous tend. C'est l'en-deçà de l'emploi. Nous voyons arriver, nous parlions tout à l'heure du contrat de louage d'ouvrage, qui est objectivement en train de réapparaître. Quand je défie quiconque aujourd'hui de me dire si les fringues qu'il porte n'ont pas été fabriquées par des enfants au Bangladesh. On a beau être le meilleur écolo du monde, c'est impossible. C'est impossible. On a des H&M, des Zara et compagnie, des donneurs d'ordre qui vont voir des sous-traitants dans des pays où le coût du travail n'existe pas, et on se lave les mains de savoir qui produit la chemise ou le pantalon qu'on porte. Et ça, on ne peut rien y faire. C'est le retour, justement, au contrat de louage d'ouvrage. Le travailleur indépendant, l'ubérisation du travail, c'est quoi? C'est un travailleur indépendant, auto-entrepreneur. En plus, il faut voir un peu les termes. Hein. Super, je suis mon propre patron, c'est génial, auto-entrepreneur, on a une tête comme ça. Hein.
Et bon, ok, alors on est soumis à une plateforme, hein, un livreur de Deliveroo, là. Bon, le gars, c'est les nouveaux esclaves modernes, hein. La plateforme décide de la course, un travailleur à la tâche, et un employeur qui se lave les mains de toute cotisation sociale. C'est le livreur lui-même qui doit cotiser à sa caisse de santé, c'est lui-même qui doit cotiser pour la caisse de vieillesse, pour les retraites, etc., etc. Donc ça, cette forme de travail d'auto-entrepreneuriat,